Bonjour à toutes et à tous, hein. Soyez les bienvenus pour cette troisième séance des lundis numériques de l'Institut national d'histoire de l'art pour la saison 2023-2024. Je m'appelle Pierre Laborde, je suis adjoint au chef du service numérique de la recherche et je suis en présence de nos invités du jour, Sonia Descamps de la bibliothèque Kandinsky, Musée national d'art moderne, et Jean-Philippe Bonilly du Centre Pompidou, que je remercie vivement pour leur participation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez consulter la programmation de ce cycle de séminaires sur le site web de l'INHA et qu'elle est mise en place de façon collégiale par les différents acteurs du numérique au sein de l'établissement qui en constituent le comité scientifique. Donc, je tiens à remercier Alice Bazier du service des manifestations scientifiques et culturelles de l'INHA pour l'organisation pratique de cette séance, ainsi que nos collègues du service de la communication et des moyens techniques. Comme je vous le disais, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux archivistes, donc Sonia Descamps, qui est responsable du pôle ingénierie documentaire à la bibliothèque Kandinsky, et Jean-Philippe Bonilly, qui est responsable du pôle archives au sein du service juridique et des archives du Centre Pompidou, et donc qui vont nous parler du portail qui met à disposition de tous ces différentes ressources. Alors, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir sur ce sujet parce que nous-mêmes, au service numérique de la recherche, nous sommes contactés par différentes institutions qui veulent réaliser ce type de portail, donc mettre à disposition des données de nature hétérogène sur une même interface, c'est le rêve de toutes les institutions culturelles, que ce soit des musées, des bibliothèques. Et donc, la bibliothèque Kandinsky et le Centre Pompidou ont réalisé cet exercice et donc on est impatient de connaître tout le processus qui a mené à cette réussite. Donc je vous laisse la parole pour à peu près 1 heure de présentation et qui sera suivie de questions. Et donc pour nos auditeurs, n'hésitez pas à utiliser la rubrique Q et R de Zoom pour poser au fur et à mesure vos questions que je vous délivrerai pour la petite demi-heure de questions-réponses qu'on aura à la fin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre, pour cette invitation. On va pouvoir commencer à partager le support de présentation qu'on a préparé avec Jean-Philippe. Donc, outils mutualisés, présentation en duo. On va essayer de se répartir la parole pour vous donner un maximum d'informations. Alors, c'est à moi de faire quelque chose, mais je n'ai pas sous les yeux. Alors, attendez. Je n'ai pas de petite fenêtre de partage. Peut-être la notification là-bas. Voilà. D'accord. Je retourne. Alors, un nouveau portail documentaire pour la bibliothèque Kandinsky et les archives du Centre Pompidou. On a essayé de structurer cette présentation, d'abord parler du projet en lui-même, parce que j'imagine que dans l'audience, il y a des personnes qui travaillent sur l'informatique documentaire, et la notion de projet est assez importante pour cet outil, puisque vous verrez que c'est quand même un projet au long terme et une problématique assez lourde de mise en œuvre. On va évidemment vous présenter notre nouvel outil, avec évidemment un point d'abord sur le back-office, la manière dont il est structuré, comment il fonctionne, et puis évidemment vous montrer les atouts de notre nouveau portail en passant par des démonstrations, parce que c'est surtout ça que je vois et qu'utilisent les usagers. Donc, vous parlez du projet, c'est d'abord nous présenter, puisque ce projet d'outils mutualisés repose sur un périmètre qui est les collections de la bibliothèque Kandinsky et les archives du Centre Pompidou. Donc, la bibliothèque Kandinsky, c'est un service intégré au Musée national d'art moderne qui est dédié à la recherche. Anciennement, c'était son centre de documentation. Anciennement, il portait le nom de Documentation générale du NAM. Donc, c'est une bibliothèque patrimoniale avec des collections importantes en volumétrie, puisqu'on est sur à peu près 235 000 monographies. On a une énormissime collection de périodiques de plus de 7 000 titres. C'est une bibliothèque de recherche également. On est adhérent au SUDOC depuis 2013. Ce n'est pas qu'une bibliothèque, c'est une bibliothèque Kandinsky.
c'est aussi un service d'archives qui conserve des archives privées, quasiment uniquement des archives privées, à quelques exceptions près. Donc, ça représente environ 250 fonds d'artistes, des fonds d'architectes, des fonds de galeries, de collectionneurs, qui sont sur tout support confondu. On a vraiment une spécificité et une expertise en conservation de photographie. On a également des collections d'archives audiovisuelles et on est notamment en présence de fonds qui sont, on pourrait dire, hybrides, notamment pour la partie la plus contemporaine, avec des archives écrites, photographiques, audiovisuelles, un peu de numérique maintenant, qui mélangent aussi des parties de bibliothèque dans les fonds d'archives. Donc vous voyez qu'avec déjà de la nature de nos fonds, il y a un enjeu à avoir un outil mutualisé. Et on a aussi une partie de documentation. Donc ça, c'est un reliquat de notre mission plus centre de documentation. Donc on a cette énorme collection de dossiers documentaires. Donc on donne ce chiffre en général de 13 000 dossiers, notamment surtout des dossiers d'artistes plasticiens, un peu de dossiers d'architectes, de designers, des dossiers thématiques aussi. On a un reliquat aussi de ces missions documentaires un peu du passé, une ancienne diathèque de 30 000 diapositives de reproduction d'œuvres et une base d'articles issus d'un dépouillement, qui était un dépouillement systématique fait par le centre de documentation du CCI à l'époque, de 37 000 articles. Donc nos publics, ce sont avant tout des chercheurs en histoire de l'art, mais aussi beaucoup de professionnels de l'art et des artistes et beaucoup des équipes issues du personnel de la conservation du Musée national d'art moderne qui viennent ici pour faire leur recherche et leur préparation d'expo. On a aussi une grosse activité de prêt externe pour des expositions. En termes de fréquentation, on est à peu près sur 1000 lecteurs actifs à l'année. Je vais laisser Jean-Philippe présenter son pôle. Alors, le pôle archive du Centre Pompidou, je vais vous le présenter très rapidement, mais avant toute chose, je voudrais préciser que ce projet de refonte a été porté par la Bibliothèque Kandinsky. Et Sonia en est le chef de projet. Ça, c'est très important, parce que ça a été un travail considérable, je le sais, pour l'avoir vu et vécu. Donc, chef de projet, Sonia Descamps. Le pôle archive, lui, est une brique de ce projet. Ça n'est pas négligeable, vous le verrez tout à l'heure. Nous avons des troncs communs, mais j'insiste sur le fait qu'à la base, c'est un projet et un dossier Bibliothèque Kandinsky. Alors, les archives du Centre Pompidou sont gérées par le pôle archives, qui lui-même est intégré au service juridique et des archives, dans une direction juridique et financière. Ça a un sens puisque les archives sont très souvent, à la base, les archives sont là pour prouver. Après, elles deviennent un matériau pour la recherche historique, mais ça a tout à fait un sens qu'elles soient intégrées à un service juridique. Ce pôle archive, il est en charge de la collecte, du traitement, de la conservation, de la communication des archives publiques qui sont produites par l'institution. Archives publiques, ce mot est très important. Je vous expliquerai un tout petit peu tout à l'heure la différence entre l'archive publique et privée, pour les personnes qui ne connaissent pas cette différence. Ce sont des archives produites dans le cadre de la fonction publique. Donc ce pôle est en responsabilité de ce type d'archives. Ce qui fait que nous gérons au sein de ce pôle la production d'une ANCCI, qui est le musée, du DCC, Département Culture et Création. Il ne faut pas oublier que le Centre Pompidou n'est pas qu'un musée, très loin de là, c'est un centre culturel, donc vous y trouvez le musée, l'ANCCI, et un autre département producteur de manifestations culturelles, DCC. Il y a également 9 directions et une agence comptable, soit environ 50 services producteurs. Donc, le pôle archive est en charge de la collecte des archives produites par ces 50 services. Au bout du compte, nous sommes actuellement, après plus de 40 ans d'activité de cet établissement, nous traitons, nous gérons 3 km d'archives papier qui sont disposées sous la piazza, la place Georges Pompidou, devant l'entrée du centre Pompidou, et puis des gigaoctets de données sur serveur, puisque l'enjeu des archives électroniques est un enjeu fondamental. Au sein de ces archives, de ces 3 km et de ces gigaoctets de données, vous avez bien sûr des archives historiques qui concernent
l'histoire des collections, l'histoire des manifestations, l'histoire du bâtiment et son évolution, puisque c'est vous savez, je pense, un bâtiment unique au monde. Donc, l'histoire de ce bâtiment a un sens. Et nous trouvons également toutes les politiques culturelles qui ont été mises en place depuis 1974, 3 ans avant l'ouverture du centre en 77, puisque le centre Pompidou commence à produire dès 73. Le pôle archives, c'est en moyenne 400 séances de consultation sur place à l'année par des chercheurs, ce qui pour nous est beaucoup. Nous sommes au maximum, nous sommes 2 personnes dans ce pôle. Donc nous ne pouvons que difficilement faire plus. Il y a également des centaines de demandes en interne et des envois d'informations par correspondance numérique. Dans le même temps, ce pôle est l'interlocuteur pour le contrôle de l'État sur la bonne gestion des archives de cet établissement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les archives publiques, dont je vous parlais tout à l'heure, sont contrôlées par l'État au travers la mission du ministère de la Culture. Donc, nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous rendons des comptes sur cette bonne gestion. Nous faisons également partie de plusieurs groupes de travail, dont Archives en musée, sous l'égide de la mission du ministère, qui est un groupe de travail qui réunit les différents archivistes des musées pour travailler sur les bonnes pratiques archivistiques dans ces centres culturels et ces musées. Merci Jean-Philippe. Donc, on voulait vous présenter un peu l'état de notre constellation d'outils avant cette refonte informatique. Donc, sans faire tout le détail, voilà, ce que vous voyez au premier coup d'œil, c'est qu'on avait donc une multiplicité d'outils et d'interfaces. La bibliothèque BK, donc c'est en code couleur vert, les archives de la BK en bleu, les archives de Pompidou en rouge. Vous voyez que pour les archives de la bibliothèque Kandinsky et les archives du Centre Pompidou, on utilisait déjà le même outil, mais c'était 2 bases de données complètement distinctes, complètement étanches, avec des paramétrages très différents. En revanche, donc, les archives conservées à la BK n'étaient pas du tout gérées dans le même outil, puisque la bibliothèque était gérée dans la SIGB classique, avec un catalogage qui se fait, vous voyez en violet, c'est la truc du SUDOC, donc 2 outils utilisés pour les bibliothécaires. Et puis en termes de gestion des ressources numériques, c'était encore très éclaté. Donc c'est les briques que vous voyez en gris. Et puis au niveau des interfaces pour l'usager, il fallait quand même s'y retrouver, puisqu'on avait un portail, donc c'est celui que vous voyez, qui s'appelle Inscription, qui était le portail principal, première porte d'entrée, mais qui en fait n'était que le catalogue en ligne de la bibliothèque. Et puis complètement à droite, vous aviez un outil qui donnait assez satisfaction, je dois dire, pour la consultation des instruments de recherche d'archives, mais qui avait les avantages et l'inconvénient d'être complètement décorrélé du portail principal. Au milieu de ça, pour notre valorisation de collection et tout ce qui était contenu plus éditorialisé, communication sur notre actualité, on avait un blog, un carnet de recherche hypothèse, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et puis, pour la diffusion des images, c'était encore autre chose. Il y avait 2 visionneuses distinctes, donc c'était quand même très compliqué de s'y retrouver. Donc, refonte informatique, l'objectif, en fait, il est assez simple. On peut vraiment le décrire en une seule phrase. L'objectif, c'était vraiment de doter la BK et les archives Centre Pompidou d'un outil unique qui sert à la fois à la gestion, à la description et à la diffusion des ressources. Un tout en un. En revanche, les enjeux. Les enjeux, oui, effectivement. Ces 2 entités administratives que sont la bibliothèque Kandinsky et le pôle archives ont des fonctions différentes. Ils ont aussi une organisation différente et une échelle différente, puisque la bibliothèque Kandinsky, Sonia, c'est combien de personnes? Une trentaine de personnes. Une trentaine. Donc vous voyez, une échelle tout à fait différente. Une trentaine de personnes d'un côté, 2 de l'autre. Donc, toutes ces différences-là, malgré tout, nous nous rejoignons sur un point fondamental qui est finalement la recherche et la diffusion des données. Et notre public aussi. Ça, c'était fondamental dans ce dossier. Donc, nous avions et nous avons une véritable volonté de collaborer, encore plus que nous le faisions auparavant, comme Sonia vous l'a montré avec les outils que nous avions avant.
L'objectif était aussi de décloisonner et de clarifier, de fluidifier l'accès à l'information, tout en respectant, malgré tout, les normes métiers de l'APK et du pôle archive, normes qui ne sont pas les mêmes. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors, fondamentalement, quel est le tronc commun entre la bibliothèque Kandinsky et le pôle archive? Eh bien, c'est la gestion des archives. Je pense que vous l'avez compris tout à l'heure dans la présentation de Sonia au départ. Ce tronc commun archive, malgré tout, il y a une difficulté, si j'ose dire, c'est que le statut des archives conservées à la BK n'est pas le même que le statut des archives des ACP. ACP égale archives du Centre Pompidou. Je vais utiliser maintenant ce terme, ça ira plus vite. C'est-à-dire qu'à la bibliothèque Kandinsky, les fonds gérés sont des fonds privés, versés, donnés, légués par une personne privée. Alors que les fonds conservés aux ACP sont des fonds produits par les agents du centre, par les directions et par les services dans le cadre de leur activité. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que le Centre Pompidou est un établissement public, les archives produites par les agents de cet établissement sont des archives publiques, de la fonction publique, qui ont donc un statut tout à fait différent des archives privées gérées par la BK. Et donc, ces archives publiques doivent être gérées avec des normes très spécifiques, telles que la norme ISAG, par exemple. Nous avons également des délais de communicabilité de documents qui ne sont pas du tout les mêmes qu'à la BK, des bordereaux de versement qui ne sont pas les mêmes. Bref, nous ne gérons pas les archives de la même façon, même si dans le fond, malgré tout, nous nous y retrouvons. Un exemple très concret, très rapide, prenons Jean Prouvé, architecte, designer. La bibliothèque Kandinsky conserve un fonds Jean Prouvé absolument considérable, passionnant, qui a été versé, c'est le fonds des archives privées de Jean Prouvé. Dans le même temps, en 1990, le Centre Pompidou met en place et organise une exposition Jean Prouvé. Eh bien, tous les documents qui ont été produits lors de cette exposition en 1990, eux, se trouvent aux ACP, aux archives du Centre Pompidou, parce que ce sont des archives publiques. Mais pour le chercheur, grande difficulté, pourquoi ne pas tout simplement rassembler ce fonds Jean Prouvé? Eh bien, c'est là qu'est la grande difficulté pour nous, c'est de faire comprendre qu'on ne gère pas les archives publiques comme les archives privées. Et c'est là que l'outil est extrêmement positif. Nous pouvons mettre à disposition deux types de fonds sur un même sujet. Merci Jean-Philippe. Donc justement, le premier enjeu, c'est ça, c'est favoriser l'accès aux ressources du Centre Pompidou en renforçant la complémentarité entre la bibliothèque Kandinsky et les archives et les ACP, tout en respectant les normes métiers de chacun. On avait aussi envie de proposer des nouveaux services au public, des services qui sont, il faut le dire quand même, existants sur nombre de portails depuis des années, mais qu'on n'avait pas du tout sur notre ancien vieux beaucoup. Donc, se créer des listes et paniers de documents, pouvoir faire des réservations en ligne notamment, on vous montrera. On voulait gagner en ergonomie et en productivité sur le traitement documentaire, parce qu'on avait aussi des outils qui nous amenaient à faire beaucoup de saisies redondantes. Un enjeu très important aussi, alors qu'on ne montrera pas aujourd'hui parce que c'est vraiment une fonctionnalité de back-office, mais c'était globaliser, rationaliser la gestion des espaces physiques, voir vraiment, parce qu'on a aussi cette problématique-là, que nos fonds de collection ne sont pas tous stockés au même endroit. Et avec la problématique du déménagement, ça sera de plus en plus vrai. On voulait donc améliorer aussi la traçabilité des mouvements des documents, ça je vous en ai parlé, on fait beaucoup d'accrochage et de prêts externes, simplifier les process de mise en ligne, on fait aussi beaucoup de mobilisation, on va en parler. On voulait aussi garantir l'interopérabilité entre le catalogue de la bibliothèque Kandinsky et le SUDOC, et normaliser le catalogage dans le cadre de ce qu'on appelle la transition bibliographique, c'est-à-dire le changement à la fois de modèle conceptuel et de normes de catalogage pour les bibliothécaires dans le monde entier. Et on voulait aussi continuer de permettre des échanges de données avec des sites tiers et des partenaires pour faire de beaux portails avec des institutions partenaires comme l'INHA par exemple. Donc tout ça évidemment ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, un résumé en vitesse accélérée de ce projet qui a commencé officiellement début 2017
avec voilà, les phases très classiques hein, d'un projet d'informatique, de prospection, de cadrage et de validation du projet, des phases de marché qu'il faut dire, mais quand même des procédures assez longues, mais néanmoins utiles, puisqu'on a été d'abord accompagné par les AMO pour toute la phase d'analyse de l'existant, d'expression des besoins, des spécifications générales. Puis on a eu une phase de marché assez longue. C'est un dialogue compétitif qui nous a permis vraiment de dialoguer et de mettre en concurrence en fait, différents candidats et s'assurer qu'ils nous proposeraient la solution la plus adaptée. Donc c'était long, mais finalement le choix qu'on a fait est le bon, on ne regrette absolument pas. On a pu passer ensuite à une phase de mise en œuvre qui a été finalement relativement courte par rapport au temps total du projet. Donc on est sur à peu près un an de mise en œuvre entre septembre 2022 et le passage en production qui s'est fait en novembre 2022. Donc là, là on ne voit pas, je pense qu'on est en train de souffler la première bougie de notre nouvel outil. Et donc un an après, où en est-on? On est dans la phase d'exploitation, on peut dire. Tout fonctionne, le back-office, le portail, la communication en salle. Mais évidemment, on a encore énormément d'améliorations du paramétrage à faire. On est complètement toujours dans le redressement de données, les corrections, les harmonisations. On les fait beaucoup en interne. Donc sur l'administration des données, on est très mobilisé. Et puis notre prestataire nous suit vraiment de très près. Donc un an après, je dirais qu'on est vraiment sur la queue de comète, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que voilà, Rome ne se fait pas en un jour. Et donc beaucoup de travail. Néanmoins, promesse tenue. On a aujourd'hui un seul outil pour tout gérer, décrire et diffuser toutes nos ressources. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu concrètement de ce que c'est que ce nouvel outil. Donc l'application choisie, c'est Cirtis. Donc l'éditeur, c'est Progilone, qui a été absorbé par le groupe Tech Advantage. Donc on peut toujours dire Progilone, c'est le nom du pôle édition. Ils sont éditeurs de logiciels au sein du groupe Tech Advantage. C'est une application qui est full web, donc qui est accessible pour nous, professionnels Cirtis, via un URL unique, et c'est là. Vous pouvez toujours essayer d'y aller, enfin, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc ça, c'est très agréable parce que c'est vraiment accessible sur n'importe quel type de périphérique, y compris sur tablette, et ça ne nécessite pas d'installation préalable. Et les mises à jour de version se font instantanément, très régulièrement, version corrective, version majeure et compagnie. En termes de fonctionnalités, donc on a des fonctionnalités de gestion de bibliothèque classique, car il est important de dire que Cirtis est avant tout une application de gestion de bibliothèque. Donc on fait du catalogage et de l'exemplarisation, bien sûr. On peut gérer les acquisitions courantes, hein, les commandes, les gestions périodiques, les abonnements, le multinage. Il y a un module récollement, donc vraiment une fonctionnalité classique de bibliothèque. Et puis, il y a des fonctionnalités de gestion des archives, donc apparentées à un SIGA, qui permet de faire des imports de bordereaux de versement, permet de faire donc de la description archivistique, c'est ce qu'on va voir. On peut faire des liens hiérarchiques entre les descriptions, très important. Quand on fait des archives, il faut pouvoir faire des instruments de recherche. On peut gérer le cycle de vie des documents et gérer la communicabilité des documents. Ça, Sonia, oui, excuse-moi. tu veux rajouter quelque chose? Juste une chose, effectivement, cette brique-là que vient de décrire Sonia, elle a été rajoutée, Oui. puisque, comme tu le disais, on est quand même dans le monde des bibliothèques au départ. Oui. Et là, il a fallu faire des demandes très spécifiques. Il y a eu des développements spécifiques qui ont été faits effectivement sur la fonctionnalité de gestion d'archives. On n'était pas les premiers clients. À notre connaissance, il y a le conservatoire, la médiathèque du Conservatoire national supérieur de danse et de musique de Paris, qui avait déjà une brique archive qui utilise uniquement en back-office, en interne, donc c'est pas visible sur le portail. Et nous, on a demandé un petit peu plus. Donc aujourd'hui, Cirtis, c'est quand même un outil complet, bibliothèque et archives. Et puis, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment mutualisées entre les bibliothèques et archives. Tout ce qui est gestion des usagers. Donc, ça paraît évident, mais ce n'était pas le cas avant. On avait vraiment deux bases lecteurs, on inscrivait nos usagers deux fois. Une gestion des mouvements, donc pour les prêts, les réservations et transferts de documents qui se fait en un seul endroit. Évidemment, la gestion des thésaurus, qui nous permet une indexation mutualisée quand c'est possible.
Ça, on aura l'occasion d'y revenir, notamment pour montrer la recherche. Une autorité personne physique, elle n'existe qu'une seule fois, que ce soit un producteur d'archives, un fournisseur ou un auteur ou une personne sujet. Une gestion des sites et des espaces physiques et des contenants qui est elle aussi mutualisée. Et tout ce qui est gestion des ressources numériques à des fins de diffusion. Et enfin, ce que nous permet Certis, c'est une gestion fine des droits d'accès. Ça aussi, on en parlera un petit peu plus dans le modèle de données, mais tout le monde, certes, c'est mutualisé, mais tout le monde ne fait pas tout. Il y a une gestion des droits pour ça. Alors, le modèle de données, un petit peu de couleur. Alors, déjà, savoir que Certis est scindé en 3 espaces de données. L'espace de données BK pour les données de la bibliothèque, l'espace ABK, les archives conservées à la bibliothèque Kandinsky, et ACP, donc les archives du Centre Pompidou. Donc, selon les rôles des usagers des professionnels services qui vont se connecter, ils auront accès à un ou plusieurs espaces de données. C'est comme ça qu'on peut gérer les droits qu'on leur attribue. En revanche, Certis s'appuie sur un seul modèle conceptuel, c'est le modèle LRM. Donc, le modèle LRM, c'est le nouveau modèle conceptuel qui est lié à la condition bibliographique. Ça veut dire Library Reference Model. Et je vous ai mis le graphe qui est disponible sur le site de la transition bibliographique. Et je ne pourrai pas vous le décrire dans le détail, je n'aurai pas le temps et je n'aurai pas non plus les connaissances. Ce qui nous intéresse le plus dans cette partie du graphe, je ne sais pas si on voit mon curseur, c'est vraiment cette enfilade-là. C'est ce qu'on appelle l'arbre OEMI, œuvre, expression, manifestation, item, qui répartit les informations concernant les descriptions bibliographiques, d'abord ça s'adresse quand même aux bibliothécaires, selon des relations entre entités. On voit aussi que ces entités peuvent être liées à des domaines ou des noms, qui peuvent être des agents, pardon, des autorités, des personnes, des agents collectifs. Ça aussi, on va le retrouver dans notre structure de modèle de données, des lieux et des durées. Donc, je vous ai refait un graphe avec un exemple un peu plus, qui s'adapte un petit peu plus à notre fond, Bibliothèque Kandinsky. Faire voilà, une présentation simplifiée de ce que c'est que le modèle LRM, donc œuvre, expression, manifestation, exemplaire, si on l'applique à, pourquoi pas, L'amour fou d'André Breton. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'arbre OMI, c'est un arbre remontant. On parle de l'exemplaire. À la bibliothèque Kandinsky, on a 2 exemplaires de l'édition 1937 chez Gallimard, du texte en français de André Breton. Donc l'œuvre, qui est vraiment l'entité conceptuelle, intellectuelle, l'œuvre de l'esprit, c'est L'amour fou. Elle est réalisée par une expression qui est le texte en français. Il a été écrit en français. Mais ce texte en français, il a été matérialisé dans différentes manifestations. Alors, pour faire plus simple, on pourrait dire plusieurs éditions. Effectivement, il y a eu, alors je vous en ai mis que quelques tout petits exemples, il y a beaucoup plus d'éditions que ça en réalité de L'amour fou. Moi, j'ai pris mon exemple, l'édition 1937, celle de 1971 et celle de 2021. On voit qu'à chaque fois, on est sur des formats différents, des paginations différentes, on peut avoir un ISBN différent. Donc ça, à chaque fois, les manifestations matérialisent l'expression qui s'est faite d'une œuvre dans une langue donnée. On voit aussi que cette œuvre, elle a pu être réalisée dans une autre langue, puisqu'il y a pu y avoir une traduction. Là, je vous ai pris l'exemple de la traduction en anglais, il peut y avoir des traductions d'autres langues, qui existent. Et que cette traduction, donc le texte, qui n'est plus tout à fait le même, puisqu'il a été traduit, s'est matérialisé dans une autre manifestation, que je vous ai mis là, éditée par l'Université du Nebraska en 1987. Et pour chacune de ces manifestations, il peut y avoir un ou plusieurs exemplaires. Donc l'exemplaire, il est là. Il exemplifie la manifestation. Il peut aussi lui-même avoir pour reproduction numérique une manifestation. Là, en l'occurrence, ce sont 2 exemplaires physiques qui ont chacun leur code distinct et leurs caractéristiques matérielles distinctes.
Donc ce modèle s'applique très bien aux collections de bibliothèques. L'enjeu, c'était de l'adapter aux archives. Donc voilà comment le tour de passe-passe s'est fait. On a considéré que l'œuvre, au sens LRM du terme, c'était l'archive. Donc la description archivistique, la description du document d'archive, se fait au niveau de l'entité œuvre. On a considéré aussi que l'expression, c'est-à-dire de quelle manière l'expression réalise l'œuvre, c'est-à-dire en général c'est une question de langue et de forme, on a considéré qu'elle n'était pas pertinente pour la description archivistique, donc on a invisibilisé ce niveau d'entité. On n'utilise pas l'entité expression pour nos outils d'archives. Et de toute façon, la langue exprimée dans le document, elle est renseignée au niveau de l'archive et de l'œuvre. On a considéré qu'au niveau de la manifestation, puisqu'il n'y a pas plusieurs éditions possibles d'une archive, parce que par définition, l'archive, c'est un document unique. Donc on a juste récupéré le niveau d'entité manifestation pour en faire un niveau d'entité sur laquelle on allait associer les ressources numériques. Et en ça, on n'a pas dévoilé ce que c'était une manifestation, parce que c'est déjà prévu dans le modèle LRM que c'est là où on associe les ressources numériques, puisque la manifestation peut être la reproduction numérique de l'exemplaire. Et donc au niveau de l'exemplaire, on se dit que l'exemplaire, c'est quoi? C'est la code physique de l'archive, c'est la même chose. Là, il y a une relation d'équivalence qui se fait assez facilement. Il se trouve qu'en général, pour une archive, on décrit qu'une cote, puisque ce que je vous disais, l'archive, par définition, elle est unique. Il se trouve que dans les collections de la BK, on a parfois plusieurs cotes pour une même archive. Ça arrive pour des tracts surréalistes, par exemple. On peut avoir plusieurs exemplaires de ce qu'on a considéré comme des archives, mais en fait, ce sont des petits documents imprimés. Donc finalement, le fait de pouvoir mettre plusieurs exemplaires codes physiques pour une archive, ça nous arrange bien. Donc vous voyez, finalement, on a réussi à adapter ce modèle relativement facilement à la description archivistique. Alors, la difficulté, en tout cas au niveau des archives, hein, de mon point de vue à moi, au départ a été d'intégrer le fait que ces quatre termes ne voulaient absolument pas dire ce qu'ils signifient usuellement. C'est-à-dire qu'il fallait y mettre tout ce qu'induit le LRM. Oui. Et ça a été, c'est une gymnastique. C'est-à-dire que œuvre ne signifie pas œuvre, bien évidemment, comme l'a très clairement expliqué Sonia. Et dans un musée et un centre culturel, d'autant plus, ça a un écho supplémentaire. Oui, alors, c'est vrai on avait donc ces équivalences et on avait des modifications de libellé. Donc, ce qu'on voit dans la copie qu'on retrouvera, on voit par œuvre, on ne voit pas manifestation à exemplaire. Donc, par moment, dans certains menus, on peut le revoir. Il faut bien l'avoir compris, l'avoir en tête, mais on a essayé au maximum de gommer ça. Donc, dans mon exemple du scrapbook d'André Breton, on a la description de l'archive va se faire au niveau de l'œuvre, et on va vous le détailler un petit peu plus après. Les fichiers numériques associés, on va les associer au niveau de l'entité manifestation de ressources numériques. Et puis la code physique là, du scrapbook lui-même qu'on peut aller localiser en réserve, prêter, réserver, ça sera au niveau de la code physique. Donc Certis repose sur des grilles de catalogage pour décrire toutes ces ressources. Donc la grille de catalogage principale, ce pourquoi il est fait à l'origine, c'est la grille de catalogage LRM. Donc je peux vous montrer très très rapidement. C'est une grille qui est très complète, qui comprend énormément de champs, qui reprend en RM, on ne parle pas de champs comme propriété. Ça reprend toutes les propriétés qui sont disponibles en RDAFR. Alors RDAFR, c'est le nom du format qui transpose le modèle conceptuel LRM dans un format de catalogage. RDAFR, c'est pour RDA qui est français. Donc, on retrouve toutes ces propriétés disponibles pour chaque entité. Et puis, il y a aussi la création de champs qui ne sont pas RDA pour la récupération de toutes nos données qui sont au format Unima, parce que nos catalogueurs continuent de cataloguer dans Sudoc, donc toujours au format Unima, et on importe quotidiennement ces notices et on convertit en RDAFR dans Certis. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça peut ressembler la grille de catalogage LRM en RDAFR dans Certis. Un petit problème de zoom. Voilà, ça sera mieux. Voilà, c'est ici.
les grilles de catalogage sont là. Donc la grille de catalogage général, c'est là. Vous voyez qu'on a 4 niveaux d'entités. Sur l'entité œuvre, on a voilà, tous ces champs disponibles avec énormément de champs qui permettent de faire des relations. Comme ça, on reviendra dessus, mais c'est vraiment un modèle qui est très intéressant pour ça. Les champs disponibles, enfin, les propriétés pour l'expression, les propriétés disponibles pour la manifestation. Vous pouvez, par exemple, voir que c'est ici qu'on fait les liens vers les ressources numériques et les propriétés disponibles pour les exemplaires. Concrètement, sur une notice certifiée dans le back-office, on retrouve ces blocs. Voilà. Alors là, j'ai dézoomé un peu mon écran, donc les blocs ne se mettent pas exactement de la même manière. Je suis sur un petit écran là, mais voilà, vous voyez, ça c'est le niveau de l'entité œuvre, donc qui comprend toutes les informations vraiment liées à l'œuvre en tant que création de l'esprit, avec son indexation sujet ou ses indexations auteur en tant que créateur de l'œuvre. Ensuite, vous avez le bloc expression, donc il y a une expression pour cette œuvre, où l'information qui est la plus importante, c'est la langue. Donc on est sur une expression en anglais. Et pour cette expression, on a une manifestation. Donc les informations qui sont vraiment prépondérantes sur une manifestation, c'est les informations d'édition. En général, on va retrouver une date d'édition, un lieu de publication, un éditeur, et aussi un nombre de pages. Et puis, on peut avoir un ou plusieurs exemplaires pour cette édition. Ça peut ressembler à la SIGB classique. Ce qui diffère, c'est cette partition-là, en fait, sur la partie haute. On n'a plus une seule notice bibliographique. On a un chapelet d'entités qui peuvent être liées entre eux. Ensuite, je vais laisser Jean-Philippe nous parler de la grille de catalogage ISAG. Je vais peut-être juste préparer. Oui, parce que nous manquait finalement là l'application de la norme de description, de gestion des archives, puisque l'outil n'est pas fait pour cela au départ. Alors, nous avons demandé à ce que la norme ISAG soit intégrée, et ils l'ont développée. La norme ISAG, c'est une norme générale internationale de description archivistique. C'est un ensemble de règles publiées par le Conseil international des archives qui va permettre de décrire des archives sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez décrire des archives au niveau d'un fonds, au niveau d'un versement de 10 boîtes, par exemple, au niveau d'un dossier, comme au niveau d'une pièce. Ça, c'est arrivé, cette norme a été appliquée, mise en place en 1994, canadienne. Ça a été une petite révolution quand même dans le monde archivistique. Le but était de normaliser les pratiques descriptives pour partager les notices de description. Les partager entre services d'archives, mais également vers le public, faciliter l'accès des descriptions d'archives vers le public. Il y a 3 principes fondamentaux dans la norme. Je vais vous parler simplement du premier, qui est le principe de respect des fonds. C'est la pierre angulaire de l'archivistique, c'est-à-dire que ce respect des fonds, c'est le respect de l'intégrité matérielle et intellectuelle d'un fonds, qui fait qu'on ne sépare pas les documents parce qu'ils sont un même thème. On ne va pas mélanger les documents parce qu'ils ont un même thème. Surtout pas. C'est le lien organique du producteur qui prévaut. Et ça, c'est fondamental, puisque le respect des fonds vous permet d'avoir un contexte protégé sur le moyen et long terme. Ce qui fait qu'en sciences humaines, vous pouvez faire des recherches en ayant un contexte relativement solide, et donc étayer des arguments contextualisés. Cette norme-là met en valeur cet aspect fondamental de l'archivistique. La norme, elle comporte 26 éléments descriptifs et il y a également 7 zones. Concrètement, qu'est-ce que cela donne? Bien, voilà la norme ISAG. Vous avez les 7 premiers items qui concernent les zones. Un tout petit peu plus grand. Oui. Donc, vous avez les 7 zones qui permettent de créer des fiches descriptives d'archives, quel que soit le niveau que vous choisissez.
La première de ces zones est la zone d'identification, dans laquelle vous trouvez quand même des informations fondamentales, type le niveau de description. Que décrivons-nous là? Un fond, ou alors euh, un groupe d'articles, ou un versement de 15 boîtes? L'intitulé analyse, bien évidemment. Bref, vous donnez malgré tout des informations incontournables à ces archives décrites, avec date début, date de fin, etc. Le second, extrêmement important, qui corrobore celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le respect des fonds, c'est la zone du contexte. Celui-là concerne en majorité, on va dire, Sonia, les ACP, puisque vous n'utilisez pas tout à fait la notion de producteur comme nous, mais nous, en tant que pôle archive, nous devons impérativement expliquer, expliciter sur le long terme qui a produit, quel service, qui a produit ces documents, jusqu'au nom du producteur. Donc là, vous avez également en dessous une histoire administrative du service producteur qui remet toujours et qui contextualise en permanence l'archive, et puis historique de la conservation, etc. Le fournisseur, très important, qui n'est pas forcément le producteur. Vous pouvez avoir des archives qui sont fournies, c'est-à-dire versées, par un service qui n'a pas été le producteur. Et ça, c'est très intéressant pour un chercheur potentiel. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail des 7 zones, mais vous avez l'archétype là de ce qui permet de décrire des fonds d'archives, quel que soit le niveau. Dire aussi que ce qui est assez agréable avec l'ergonomie de Certi, c'est qu'on peut. En fait, ça a été assez facile de reproduire en fait ces zones parce qu'ils avaient des champs composites, donc c'est des champs qui en contiennent d'autres. Ce que vous voyez quand j'appuie sur la fiche sur eux, peut facilement déplier. Donc en termes de saisie, c'est assez agréable et on est, je trouve, plus près de la norme avec cet outil Certi qu'on pouvait l'être avec notre ancien outil. À ces 7 zones, il faut dire qu'il y a aussi un ensemble de champs qui a été rajouté, c'est les champs d'indexation. Donc, notamment pour indexer des personnes, des familles, des personnes morales, des types de documents, des noms communs. L'indexation, elle n'est pas prévue dans la norme ESG, mais c'est forcément quelque chose qu'on utilise quand on fait de la description archivistique informatisée. Donc, ça se passe là. Et puis, il y a un autre groupe de champs qui servent, et c'est surtout celui-là en fait, à constituer les arborescents, donc faire des liens entre ces notices d'archives pour pouvoir constituer des instruments de recherche arborescents. Je reprends sur le lieu de catalogage. Désolée, ça va à chaque fois. Ce qui est assez important pour nous, là, vous voyez, c'est qu'effectivement, nos normes, là, elles sont respectées. On peut travailler sur le même outil, on mutualise, mais nos normes métiers sont tout à fait dans le cadre. Et ça, c'était fondamental pour nous. Tout à fait. Il y a aussi une petite grille de catalogage, je ne vais pas vous la montrer, mais il y a une petite grille de catalogage qui est faite sur mesure pour décrire et gérer nos contenants. C'est assez intéressant parce qu'on peut associer dans un contenant, ça peut être une caisse, une boîte, des documents indistinctement de bibliothèques ou d'archives pour les réserver, pour les prêter, pour les transférer. Donc c'est aussi tout ça pour vous dire qu'en fait, dans cet outil, on peut créer autant de grilles de catalogage qu'on veut et pas forcément des grilles de catalogage très normalisées, mais sur des formats standardisés. Donc les relations entre archives, c'est ce que je vais vous expliquer, on peut faire des liens en fait entre toutes ces notices pour tout simplement reproduire des plans de classement arborescents, puisque c'est ça, hein, le travail de l'archiviste, c'est de restituer la description d'une archive, mais dans son contexte de classement. Enfin, donc on fait des arborescences, on décrit toujours du général au particulier. Donc en fait, techniquement, dans l'outil, il s'agit de faire des liens de relations entre les notices. Donc là, c'est vraiment vu de manière éclatée, mais vous allez voir tout à l'heure sur le portail à quoi ça ressemble quand on est dans le bloc instrument de recherche. Vous voyez que j'ai fait des notices bleues, donc c'est des notices qui correspondent aux archives concernant la BK, et qu'il y a une notice verte qui est là, qui est en offre en relation. Pourquoi? Parce que on peut aussi, et ça c'est très intéressant dans ce outil, lier des documents de bibliothèque à des documents d'archives. Nous, pour nos fonds qui sont des fonds hybrides, et ça nous arrive souvent avec des archives d'artistes qui ont légué leur bibliothèque, on va pouvoir enfin relier dans un même outil nos documents de bibliothèque à un fonds d'archives. Toujours dans le back-office, vous dire que voilà, toutes nos ressources numériques maintenant sont dans un seul et même endroit. Alors, on parle juste des fichiers qui sont destinés à la diffusion, c'est-à-dire les images base def, des PDF compressés éventuellement, des vidéos de diffusion, on n'est pas sur les masters.
Donc, on a une volumétrie quand même qui est assez conséquente. On est environ à 560 000 fichiers actuellement, sachant qu'il y a énormément de versements en attente. Donc, ce chiffre, de toute façon, est amené à bouger. Nouveauté avec ce nouvel outil, c'est qu'on gère les accès aux sources numériques un peu différemment. Le choix a été fait, on avait le choix. Il y a la possibilité de mettre un nom soit en accès public, donc sans aucune restriction, soit en accès connecté. Donc il faut que l'utilisateur, pour y accéder depuis le portail, se connecte, se crée un compte et s'y connecte, soit uniquement sur site. Donc là, on est vraiment sur une restriction d'accès où la personne doit venir sur site, en salle de lecture, ou consulter la ressource depuis un poste relié au réseau intranet du Centre Pompidou. Donc aujourd'hui, on est sur ces deux modalités d'accès, très majoritairement sur accès connecté, et pour une petite minorité de fichiers, donc pour des raisons de droit, il y a des choses qui sont visibles seulement sur site. Donc pour accéder aux ressources numériques, il y a un bouton, vous verrez en bas de chaque notice qui contient des ressources numériques, sur lequel il faut cliquer, visualiser les ressources numériques, et il faut s'être connecté avant, sinon vous aurez un message d'erreur. De toute façon, il vous préviendra qu'il faut le faire. Donc on a une nouvelle visionneuse, là je vous ai mis un petit aperçu qui nous permet aussi de mettre des légendes sur des images qu'on n'avait pas avant. Et puis, un petit rappel, il existe une page qui liste tous nos fonds numérisés. Peut-être y aller directement. Cette page, elle est accessible là quand vous allez dans le menu des ressources numériques. Tombez dessus et on a refait un listing. Pour l'instant, c'est vraiment une forme sous liste, mais on aimerait qu'il y ait une visualisation un petit peu plus image. Mais bon, cette liste a déjà le mérite d'exister et vous propose déjà quand même en un coup d'œil de voir quels sont nos fonds d'archives numérisés intégralement ou partiellement. Et donc maintenant, voilà, on y arrive. Le nouveau portail. Donc en fait, c'est un portail qui repose à la fois sur l'application Certis, bien sûr, et une surcouche CMS, c'est Drupal qui le pulse. Donc on a évidemment ce qu'on peut trouver sur un portail, des contenus éditorialisés. Donc on a le menu qui propose d'accéder à des pages qui décrivent effectivement nos collections, des informations pratiques. On a la possibilité de poster des billets et des événements, et on ne s'en prive pas, on a un agenda qui est quand même assez rempli. Et puis l'élaboration et la diffusion de newsletters qui se fait aussi directement depuis ce portail. Et puis ces nouveaux services qu'on voulait proposer, donc la création de comptes, la réservation de documents, pouvoir consulter son historique de prêt et demander des fichiers haute définition. Voilà, un petit formulaire pour ça. L'URL, elle n'a pas changé, c'était la même que notre ancien portail, donc c'est bibliothèque.kandinsky.centrepompidou.fr. La recherche dans les catalogues. Alors pourquoi j'ai mis des S entre parenthèses? Parce qu'on peut considérer que ce portail, finalement, c'est un portail qui fédère trois catalogues. Les imprimés, la collection de la bibliothèque, les archives qui sont conservées à la bibliothèque Kandinsky et les archives du Centre Pompidou. Et donc, c'est une recherche dans les catalogues, les amis au pluriel. Vous pouvez faire cette recherche soit en passant, c'est ce qu'on vous conseille dans un premier temps, par une recherche simple. Donc c'est le petit bloc de recherche jaune que vous aurez systématiquement en haut à droite de chaque page, n'importe où vous soyez sur le portail. Donc ça permet quand même en général, faire sortir pas mal de résultats, alors, trop, diront certains. On rappellera qu'ils sont quand même classés en général par ordre de pertinence. Et on a continué de travailler sur l'affinage, l'amélioration du paramétrage de la recherche, ce qui n'est pas toujours chose aisée. La perfection des bonnes secondes. Voilà. Ça, vous pouvez, voyez, là, vous avez deux coches, vous pouvez chercher dans les catalogues, vous pouvez aussi chercher dans les contenus du site, c'est-à-dire pour les contenus éditorialisés, les pages et les billets. Ou vous pouvez décider de faire une recherche avancée, donc en cliquant sur le petit raccourci qui est ici en bas. Donc la recherche avancée, elle, propose des index de recherche plus spécifiques qui s'adaptent plus à la nature de chaque type de ressources. Alors évidemment, quand on fait un portail, ce qu'on va essayer de privilégier, c'est la recherche globale. Donc c'est pour ça que j'ai fait un groupe d'index de recherche globale. On va en premier, qui permet quand même de chercher par type, parce que ça, c'est quand même un champ qui est commun entre des ouvrages de bibliothèque et des archives, par cote, parce que ça aussi, c'est un champ qui est commun qu'on peut utiliser, ou par sujet. Il y a évidemment un index de recherche qui
manque aujourd'hui et qui sera bientôt disponible, je l'espère, et qui est vraiment très utile pour faire la recherche fédérée, c'est la recherche par nom de personne. Et c'est vraiment un des pivots en fait, sur lequel se fonde ce projet, c'était de faire vraiment sur des index communs, thésaurus notamment des noms de personnes physiques, parce que vraiment, quand on fait une recherche sur l'histoire de l'art moderne et contemporain, c'est vraiment notre point commun, c'est les noms de personnes physiques. Bientôt, il sera, on a encore beaucoup de nettoyage à faire. Et après, vous avez des groupes d'index qui sont spécifiques pour les imprimés, parce que date de publication, ben, on l'a que sur des notices imprimés, on n'a pas sur les notices archives, donc vous ne pouvez pas le mettre dans un index de recherche commun. Idem pour quand vous allez cliquer sur rechercher des archives, vous allez avoir une proposition d'index qui sont spécifiques pour les archives. C'est-à-dire que chercher par niveau de description, ben, ça n'a de sens que quand on cherche des archives et pas quand on cherche des imprimés. Vous avez un groupe d'index qui s'appelle Recherche des ressources numériques que Jean-Philippe va vous montrer. Oui, mais côté back-office. Mais c'est vraiment pour chercher dans les ressources numériques. Voilà. On va le faire. Une fois qu'on a fait ces recherches, vous verrez qu'on a des tris et des facettes qui permettent d'affiner les résultats. On est sur la partie droite systématiquement. Voilà. Et le fameux code couleur, dont on est très fier, qui permet de restituer les résultats de recherche d'un simple coup d'œil. On peut vraiment identifier qu'on est en présence d'un imprimé de la bibliothèque, d'une archive ABK ou d'une archive ACP. Et du point de vue des chercheurs, il semblerait que ça fonctionne, puisque leur retour est assez positif sur les trois couleurs. Donc, La recherche au CERN, je vais passer, mais c'est pas grave. D'accord, d'accord. Okay. Rien. Alors maintenant, si on rentre vraiment sur le portail et vraiment d'un point de vue usager, quel genre de recherche on peut faire? Alors, une des premières recherches qui peut être intéressante, pas vraiment une recherche, c'est plutôt une navigation, c'est aller consulter les cadres de classement des archives qui sont disponibles sur le portail. Donc vous avez un cadre de classement pour les archives conservées à la bibliothèque Koninsky. Alors, j'y suis allée directement, mais vous pouvez y accéder en passant par fonds de collection, les fonds d'archives, vous avez un bouton qui vous y renvoie. L'intérêt de ce cadre de classement, c'est de présenter la liste des fonds conservés à la bibliothèque Koninsky, organisés par type de producteur. Donc là, c'est vraiment une reprise de notre ancien cadre de classement qu'on avait sur notre ancien outil. Et pour chacun de ces fonds, vous avez, lorsque cela est disponible, un rebond vers l'instrument de recherche. Donc là, j'ai pris le premier. Alors, je vais peut-être dézoomer encore parce que c'est pas très heureux sur un petit écran. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble un instrument de recherche. Sur le portail, là, on voit qu'on est sur une fiche de niveau fond. Donc, on est vraiment sur le niveau supérieur, il n'y a rien au-dessus. On a donc la zone d'identification qu'on retrouve, c'est que dont Jean-Philippe nous a parlé tout à l'heure. La zone du contexte avec la biographie du producteur. Contenu et structure, on a la présentation du contenu en général, les conditions d'accès. On aurait pu avoir la zone des sources complémentaires, on aurait pu avoir, elle est là, pardon, avec une bibliographie. Voilà, à quoi ça ressemble une fiche de fond sur notre nouveau portail. Et puis ce bloc qui s'affiche systématiquement à droite dès lors qu'une relation est faite entre plusieurs notices d'archives. Ce sont des liens descendants en fait, de parents à enfants et qui nous permettent donc de restituer ces arborescences. Pour naviguer dans une arborescence, il suffit juste de cliquer sur une des notices de cette arborescence pour accéder à son contenu. Donc, par le cadre de classement des archives, vous avez un accès plutôt par navigation, sans passer par une recherche, vous tombez sur les instruments de recherche que vous cherchez. Vous avez la même chose aussi du côté des archives du centre, voilà. Voilà, il y a un autre cadre de classement pour les archives du Centre Pompidou. Situation présidence, par exemple. Présidence, par exemple. Juste en dessous. 2016. Les plans. Le plan du concours international pour la réalisation du Centre Beaubourg. On va regarder quel était le projet numéro 1. Là, on accède donc à la ressource. En plus, là, on est sur un fonds qui est intégralement numérisé.
Ça nous permet de vous montrer aussi comment on accède aux ressources numériques. Là, on est sur un lien simple vers une image, donc on a juste à cliquer sur la vignette. Ah, et bien voilà, je me suis fait avoir, je n'étais pas connectée. Donc, et vous devez être sur site. Voilà, on est sur une ressource qui est accessible sur site uniquement. Connecté ou pas, ça ne marchera pas. Des fois, sans contenu. Ça, ce sont les protections au niveau des archives qui ne sont pas toutes communicables. On peut prendre d'autres exemples. Je vais vous montrer un autre exemple de ressources numériques. Voilà, donc ça, c'est vraiment la navigation par le cadre de classement. Il est important juste de rappeler que dans le cadre de classement Archives sur Pompidou, on va pas voir l'intégralité des notices. Seulement les notices qui sont constituées en instruments de recherche. Parce que ce que nous collectons n'a pas pour vocation systématiquement à devenir des archives historiques patrimoniales. Sur les 3 km d'archives sous la Piazza, vous avez à peu près 1 kilomètre qui est destiné à un moment donné à l'élimination. Les archives financières, bref, les marchés publics, etc. Donc tout ça n'a pas lieu d'être montré directement sur le portail. Ensuite, on peut vous faire un exemple de recherche transversale. C'est vraiment ce qui est intéressant sur notre portail, c'est d'avoir un petit peu les réponses dans les 3 catalogues. Donc, une recherche qui pourrait se faire sur l'exposition, qui a été l'exposition inaugurale du Centre Pompidou, ce serait l'expo Duchamp. Pompidou, je fais une recherche simple, exprès. 1977. Je l'ai déjà. Et on voit qu'on obtient 34 résultats, donc de provenance différentes. On a le petit journal de l'exposition, considéré qui a été catalogué comme une monographie. On a la fiche de l'exposition. On a des dossiers, donc un versement d'archives, les notes et le rapport de mission de Pontus-Sulten, écrit interview de Pontus-Sulten, qui était commissaire de l'exposition. On va retrouver aussi des documents sur des expositions posthumes de Marcel Duchamp dans le fond de la galerie La Lune. Et puis, on a le reportage, les vues photographiques de l'exposition qui sont conservées à la bibliothèque Kandinsky. Donc, je peux vous montrer l'affiche. Donc là, conservée au pôle archive du Centre Pompidou, bien identifiable par sa couleur rouge. Vous montrer le reportage d'exposition, donc ce qu'on appelle le reportage muséographique. Ici, visualiser les ressources numériques. Et là, je suis connectée, donc je viens pouvoir le voir. Donc, ouverture de la visionneuse et on peut feuilleter le reportage. Donc, on a 34, je peux revenir ici, 34 résultats de recherche classés par pertinence. Il faut qu'on ajuste encore un petit peu le paramétrage d'index de recherche, qui est des choses qui posent un petit peu plus de questions sur les résultats de la fin. Mais on a quand même, du coup, parfois de bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on trouve aussi par cette recherche qui est assez puissante, vraiment des résultats dans des fonds dont on ne soupçonnait pas les liens, qui sont juste sur la recherche texte, hein, à ce niveau-là. Un autre exemple de recherche, ça serait l'exposition Dionysiaque en 2005. Dionysiaque. Mais on est avec un Y. Huit résultats. Le catalogue, je dirais. Le reportage d'exposition. Le livre d'or. Une revue qui a été publiée à l'occasion de l'exposition. J'ai vu ça dans la note. Le communiqué de presse, le dossier de presse. Qui sont accessibles en ligne. Oui. Et la liste des artistes, enfin, le dossier de préparation de l'exposition. Ça, c'est un résultat qui remonte parce que c'est la note site au niveau supérieur. Ça, j'aimerais donc pouvoir arriver à faire en sorte que ça ne remonte pas dans le résultat.
Donc ça, c'était des recherches transversales. Vous voyez, on a fait des recherches simples, sans aucune restriction, et on trouve quand même déjà beaucoup de résultats pertinents. Quelque chose qu'on avait envie de montrer aussi, c'est cet instrument de recherche mutualisé qui a été réalisé cet été, juste avant l'été, par une stagiaire du master technologie numérique appliquée à l'histoire de l'école des Chartes, Sarah Marc, et qui a vraiment fait un travail exceptionnel, qui a compilé dans cet instrument de recherche toutes les ressources numériques disponibles au sujet de cette exposition qui a eu lieu en 85 au Centre Pompidou. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots rapides, Jean-Philippe? Oui, les immatériaux, c'est une exposition emblématique qui, à l'époque, n'a eu aucun succès, enfin, aucun, j'exagère, très peu de succès, on va dire, c'est une notoriété publique, les chiffres sont là, mais qui a maintenant une résonance assez considérable. Et donc, il y a un travail qui a été engagé depuis des années avec un chercheur spécialiste qui s'appelle Andreas Brockmann sur cette exposition de Lyotard. Et on se rend compte que cette exposition de plus en plus a été creusée ces dernières années, le contenu, et que elle a permis de fédérer différents services du Centre Pompidou, c'est-à-dire le service des nouveaux médias, la bibliothèque Kandinsky, le pôle archive et le service audiovisuel. Et nous allons travailler tous ensemble pour mettre en place un outil, enfin un répertoire, instruments de recherche qui permettent de donner accès aux ressources numériques sur cette exposition, extrêmement consultée. Vraiment. Nous le voyons au sein du pôle archive, elle est très souvent demandée. Voilà. Et vous avez là le résultat de ce travail. Comment mutualiser, une fois encore, en respectant malgré tout les normes, même si là, c'est plutôt un aspect collection qui a été mis en valeur. Mais enfin, ça mérite, on va vous montrer comment on a gardé nos identités respectives. Alors, il y a... Peut-être signaler que les immatériaux font l'objet d'un petit accrochage actuellement. C'est vrai. Oui, il y a une salle pour les immatériaux et il y a eu cette reconstitution. Avant ça, en fait, avant l'instrument de recherche, la reconstitution 3D sur le site Beyond Matter, donc il y a un lien est sur la fiche de fond. Et en fait, là, c'est vraiment la volonté d'Andreas Brockmann quand même de finaliser le projet de recherche, de consigner dans un instrument de recherche, en fait, tout ce travail d'identification et de numérisation de ces archives dans cet instrument de recherche. Mais avant, enfin, ce travail de numérisation a été fait pour alimenter le site de la reconstitution 3D. Je crois que cette exposition, il y avait eu des circonstances particulières qui ont fait que le public ne s'y est pas présenté aussi, non? Il y avait En 85? des grèves ou des grands fronts, je ne sais pas exactement, mais il me semble qu'il y avait un aspect un peu circonstanciel qui ajoutait au thème qui n'était peut-être pas. Ah, écoutez, c'est intéressant, vous me l'apprenez. Je vais Je crois rechercher. que j'ai lu ça dans l'expo. Je vais rechercher. D'accord. J'espère que je n'ai pas de bêtises. Non, non, c'est bon. Mais je vous laisse poursuivre. Donc, On va bientôt arriver à la partie des questions. D'accord. Le plan de classement, ça a été en fait un plan de classement assez chronologique. En fait, avant la manifestation elle-même, puis après. Gros travail de réflexion sur comment organiser ces ressources, puisque c'est pas un classement physique, c'est pas non plus par le versement, c'est pas par la provenance. Donc, il fallait trouver un moyen de les organiser. Ce qu'on peut vous montrer, donc, sur la partie de la manifestation elle-même, ce qui est intéressant, la manifestation n'est pas que l'exposition, c'est aussi les publications autour et le programme additionnel. Si on est juste sur l'exposition, ça se redivise encore dans les sites d'exposition et la bande sonore. Les sites d'exposition étant le nom donné par les commissaires d'expo aux salles d'exposition, aux espaces. On va vous prendre un site d'exposition par hasard, le site numéro 9. Donc en fait, l'idée c'était d'agréger les ressources numériques retrouvées sur ce site, à propos de ce site numéro 9, qui s'appelle Inframince. Et donc, ce que Andreas Brockmann puis Sarah Marc ont fait, c'est de rassembler donc, ces quelques archives numérisées. Donc on a des photos de l'expo. La BK, donc. Qui sont dans un BK. Donc, fait comme ça. Je sais pas si c'est du champ ou du livre plein. Voilà. Une vue plus d'ensemble. Puis on a aussi des archives PDF. Donc là, qui proviennent du pôle archives du Centre Pompidou.
qui ont été identifiées comme étant vraiment relatives à cette salle d'expo. On retrouve là d'ailleurs un scan du certificat numéro 1, Yves Klein, qui est pris en photo ici. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que des liens ont pu être mis dans les notes, non, c'est pas dans les notes, pardon, dans les sources complémentaires. Un lien a pu être fait avec la même œuvre, donc le chèque Yves Klein, qui est dans les collections du NAP. Donc, on a un lien qui nous renvoie vraiment à la fiche de l'œuvre sur Néliat. Un autre sur les notes de Marcel Duchamp, donc ces notes mêmes qui sont en photo et qui ont été présentées dans l'exposition, et un lien, du coup, lui, qui est intrinsèque à une autre ressource qui est présentée dans l'instrument de recherche, une ressource sonore. Donc c'était un extrait de la bande sonore, non pas un extrait, c'est la bande sonore, qui était diffusée dans cette zone, qui était commune à 3 salles d'expo, le corps éclaté, l'inframince et la surface introuvable. Donc on peut écouter aussi cette ressource audio comme n'importe quelle autre ressource numérique. Il y a également un film du service audiovisuel. Et puis, ce qui était important aussi pour nous, c'est le nommage des fichiers, bien sûr, puisque c'est à cet endroit-là que nous spécifions très clairement, enfin, on essaie d'être clair auprès des chercheurs, de quel bassin de ressources proviennent les documents, avec des codes spécifiques. Si les personnes veulent voir les originaux, alors, dans le nommage, elles savent à qui s'adresser. Est-ce que c'est aux ACP, ABK? Ce qu'on a pu faire aussi, et là c'était complètement innovant dans cet instrument de recherche, c'était ne pas seulement agréger des notices d'archives, mais aussi des notices d'imprimés. Donc dans la partie catalogue, dans les autres publications imprimées, non, je sais plus. On a le Knack Magazine, par exemple, celle qui est conservée aux archives. Donc certes, c'est un document imprimé, mais il est conservé aux archives, donc c'est pas qui est révolutionnaire. Il me semblait qu'on avait lié des notices imprimées dans la partie catalogue. Peu importe, enfin, des notices du coup qui sont cataloguées en LRM, des notices imprimées, et il n'y a aucune contre-indication technique pour Certif pour faire vraiment un instrument de recherche complètement hybride qui peut relier des archives et des documents de bibliothèque. Mais je ne trouve pas d'exemple, c'est pas grave. Je confirme, ça marche, je l'ai vu. Je vous assure, Oui. elle ne ment pas. Oui, on voulait montrer aussi qu'on peut faire facilement des rebonds depuis une autorité personne physique. Enfin, ça, c'est comme n'importe quel catalogue, vous allez me dire. Mais là où c'est très intéressant, c'est que, il faudrait en trouver une. Bon, désolé, je reviens tout le temps sur Constantin Brancusi, sur la recherche que je fais à tous les coups. De n'importe quelle notice, vous pouvez cliquer sur une autorité personne physique. Je vais quand même la voir, j'espère. Moi, j'ai pas pris la bonne. Donc, Constantin Brancusi. Et visualiser, voilà, sa notice d'autorité, avec donc beaucoup d'identifiants. Alors, on va un peu alléger l'affichage, mais c'est vraiment des données qu'on récupère d'un import quotidien des autorités qui sont dans IDREF, qui est la base de référence des autorités de l'ABES, donc du SUDOC et de CALAM. Et puis, en vis-à-vis, vous voyez une timeline qui vous représente tous les documents sur lesquels Constantin Brancusi est indexé, alors avec un code couleur qui serait à revoir en vert, c'est disponible en accès sur place. En rouge, c'est pas que c'est pas disponible, mais c'est sur réservation. Donc vraiment, plus vous zoomez, plus c'est quand même ergonomique. Et puis, vous voyez, en un coup d'œil aussi, toutes les ressources pour lesquelles, et selon son rôle en fait, avec lequel il a été indexé sur des ressources soit d'archives, soit imprimées. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Aussi, depuis une autorité personne physique, on peut rebondir sur d'autres documents. Alors, il y a aussi la fonction des documents sérisés, PDF, donc, sur lesquels on peut faire des recherches assez incroyables. On n'a pas le temps, mais on peut faire des recherches sur des milliers de documents, bien évidemment.
Nous le faisons très souvent au niveau des archives, puisque nous avons des centaines de milliers de documents qui ont été numérisés, de correspondances, des courriers. Et c'est assez incroyable pour nous de pouvoir faire une interrogation globale comme ça. Je risque pas quand même à le faire. Ah, tu En le fais fait, quand même. on peut montrer, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore disponible côté portail. C'est fini. Ah, c'est fini. D'accord. C'est pas moi qui ai éteint, donc c'est peut-être vous qui l'avez fait par erreur. Vous voulez revenir à la présentation? C'est pas- Non, c'est pas grave. Non. Mais je vois pas comment j'aurais cliqué. C'est que c'est la machine qui m'explique. D'accord. On a quelques instants pour les questions. Et donc, je vais me faire le relais des questions qui ont été posées dans la rubrique Zoom, Q&R, hein. Et donc, j'ai une première question de Colette qui vous demande quelles sont les tarifications pour ces accès. Donc, j'espère que vous comprenez à quel moment de votre exposé elle fait référence, hein. La création d'un compte, c'est complètement gratuit. Voilà, donc j'imagine que vous avez parlé d'accès différents. Euh, donc un accès pour tout le monde, un accès en créant un compte et des consultations D'accord. sur place, hein. Mais vous confirmez que quel que soit ce type d'accès, ce sont des services gratuits. Oui, Bien c'est sûr. gratuit. En fait, la création d'un compte n'est autre que l'inscription en tant que lecteur de la bibliothèque manuscrite ou des archives du Centre Pompidou. Donc, elle est complètement gratuite, cette inscription. Et se créer un compte, c'est la première étape indispensable. C'est comme une préinscription en ligne, si vous voulez. Ce qui permet d'enregistrer des sélections, j'imagine, des retraites, ce type de choses qu'on a sur n'importe quel Faire des site paniers. marchand. Voilà. Exactement. Alors, j'ai une autre question de Michel qui nous demande combien de temps a pris la fusion des thésaurus et quelle méthodologie a été mise en place et les difficultés rencontrées. Alors, il y en a plusieurs, hein, des thésaurus. Alors, j'avais fait un slide, je les ai tous listés, mais je vais les épargner. Combien de temps ça a pris? Ben, il y est toujours. Ça n'est pas fini. On est déjà à 12 mois, c'est sûr. La méthode, ça a été récupéré dans toutes les données sources provenant de différentes bases. Donc, il y avait notre SIGB d'un côté, notre base archive BK d'un côté, et la base archive Centre Pompidou, plus les autorités du SUDOC. Donc, ça, notre prestataire les a importés dans un sens, testés, puis dans un autre, ah, c'est mieux. Il y a eu plusieurs runs et des règles de dédoublage des scripts qui passent. Et on est arrivé à quelque chose d'à peu près satisfaisant maintenant, parce qu'on s'attaque beaucoup aux personnes physiques, c'est notre premier chantier, il y a toutes les autres derrière. On est passé de 204 000 autorités, je crois, à la migration initiale. On est à 194 000, donc c'est-à-dire qu'on en a quand même enlevé 10 000, sachant qu'on en apporte tous les jours des nouvelles. Donc, nous, notre exercice, c'est de les faire prendre. Donc, après, c'est un jeu de dédoublage qui est assez simple, hein. C'est même nom, même prénom. Et même identifiant IDRF, ça c'est la clé sur laquelle on se base pour dédoubler, quand il en existe un. Sinon c'est même nom, même prénom et même date de naissance, tout simplement. Et donc, est-ce à dire que vous rentrez forcément toutes les personnes physiques dans l'IDF? Non, alors les bibliothécaires le font forcément, puisqu'il y a le catalogue dans l'IDRF aussi, il leur manque une autorité, elle doit la créer, mais les archivistes ne le font pas, elles ne sont jamais dans l'IDRF. Donc elle fait directement dans notre outil dans Certis. Et on leur demande quand même d'aller contrôler dans l'IDRF si un identifiant existe. À ce moment-là, de le reporter dans Certis, on l'est. Ou sinon, de faire juste une création, nom, prénom, date. Donc, une autre intervention de Michel qui vous félicite pour ce travail magnifique. Merci. Et donc, le rapprochement de la base a-t-il relevé des rapprochements, des contextualisations inattendues? C'est une question intéressante. Alors, oui, alors déjà, ce qui ressort plus, c'est que aux archives Centre Pompidou, il y a un petit fond bibliographique. Il y a une petite bibliothèque. Oui, effectivement. Il y a des catalogues d'exposition du Centre Pompidou, aussi aux archives du Centre Pompidou. Donc, C'est une sorte de mini dépôt légal, on va dire, par sécurité. donc parfois, mes collègues bibliothécaires peuvent s'étonner de trouver C'est vrai. une autre bibliothèque, un autre bibliothèque au Centre Pompidou.
mais c'est limité malgré tout. Oui, oui, c'est sur les catalogues d'expo du centre. Ok. Ce que ça a pu faire ressortir, alors, ce que ça fait ressortir, c'est que déjà que le modèle LRM est assez intéressant pour nos collections. Parce que ça fait ressortir le fait qu'on ait plusieurs notices parfois pour une même œuvre. Moi, je vous ai pris l'exemple de L'amour fou de Breton. Bon, en préparant mon exemple, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller fusionner deux notices. C'est ce qu'on peut faire aussi avec notre disque que je vais pas montrer, qui est très intéressant. Avoir une seule œuvre avec ses deux éditions et ses multiples exemplaires. Et sur une bibliothèque patrimoniale, on a beaucoup cette question-là. Donc, ça fait plutôt ressortir les doublons qui nous paraissaient pas dérangeants avant, qui maintenant, avec ce nouveau modèle, on se dit, là, il faudrait fusionner, c'est la même œuvre. C'est ça que ça fait ressortir. Après, moi, je voudrais parler aussi, là, on est bien sûr sur la technique, c'est tout à fait normal, c'est légitime, hein. Il y a aussi le facteur humain dans ces projets-là, qui est incontournable. Et même si je sors un petit peu du cadre, pour moi, je ne savais pas quand j'allais le dire. Euh, L'objectif était aussi de décloisonner. C'est un véritable enjeu. Comment collaborer avec, avec d'autres services, surtout la bibliothèque Kaminsky, il y a quand même emblématique au Centre Pompidou. Nous, petits poussés, ACP, vous voyez. Et en fait, même si nous nous étions rapprochés depuis quelques années, malgré tout, là, cette collaboration a encore permis ce rapprochement. Moi, je le vois vraiment, aussi bien au niveau des chercheurs qui facilement naviguent maintenant, beaucoup plus facilement qu'avant, entre ces deux bassins de ressources, et puis avec les collègues aussi. Même si nous connaissions, bon, toi et moi, bien, mais je vois bien que l'outil fédère derrière. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est panacée, hein, évidemment. Ça n'est pas parfait, très loin là. Mais il y a une différence grâce à cette mutualisation. Et sinon, les découvertes, c'est les lecteurs qui les font, en fait, en Oui. interrogeant un nom et puis en voyant que il y a des documents qui répondent à cette question, à la fois à la bibliothèque, à la fois à la BK et à la fois aux archives du centre, parce que cette idée que les archives d'une exposition montée en centre sont dans les archives du centre et que on a des fonds privés qui sont à la BK, voilà, ça c'est la part interne qui n'est pas forcément dans l'esprit de toutes Elle n'est même pas du tout. les personnes qui interrogent. Donc là, ça permet enfin de relier les documents préparatoires au montage de l'expo au vu de cette expo qui sont visiblement conservés à la BK, ce qui peut paraître une étrangeté aussi. C'est un fait historique. Voilà, c'était exactement. Ça a été fait comme ça dès le départ et nous n'avons pas voulu révolutionner ça. Mais vous avez raison, normalement, cette iconographie devrait être aux archives, mais ça n'est pas un problème. Elles ont le statut d'archives publiques. Alors, une autre question de Valérie qui vous demande, parallèlement à la refonte informatique, est-ce qu'il y a eu une campagne de numérisation des archives de la BK ou du Centre Pompidou? Alors, à la BK, on a un programme de numérisation annuel. Donc, on numérise en permanence, en fait, des fonds entiers, des parties de fonds. On a vraiment cette politique. On fait des versements réguliers de fonds. Et les archives, on a eu. Et aux archives, pour le coup, je parlais tout à l'heure de rapprochement, des cloisonnements, eh bien, j'ai pu profiter des largesses de mes collègues de la bibliothèque Kaminsky. Et donc, quelques numérisations supplémentaires grâce à la BK. Oui, on avait mis l'accent, c'était le programme d'il y a 2 ans déjà, maintenant, je crois, sur les catalogues d'exposition du Centre Pompidou, les programmes, tout ce qui était lié à l'histoire des manifestations des expos du Centre Pompidou. Ça a été bien complété. Une question de Francesca qui demande, est-ce que tous les documents de la production du Centre Pompidou, expo, archives, etc., sont communicables ou est-ce qu'il y en a qui, pour des raisons de confidentialité, ne le sont pas? Et si oui, de quelle catégorie s'agit-il? Oui, il y a effectivement des documents de production de manifestations qui ne sont pas communicables au regard de la loi. Vous avez des délais de communicabilité qui sont clairement définis dans le livre 2 du Code du patrimoine. Et donc, certains documents, par exemple d'assurance, d'œuvres d'art, des feuilles de prêt, ne sont pas communicables au-delà d'un délai. Par exemple, une feuille de prêt, là vous avez des données confidentielles, c'est à minima 50 ans, par exemple. Donc oui, dans les archives publiques,
de production de manifestation, vous avez un certain nombre de documents non communicables tout de suite. Vous pouvez en revanche faire une demande de dérogation. Ça, c'est la loi qui le permet. Mais ces documents sont protégés. Je ne vous parle même pas du règlement général pour la protection des données, le RGPD, qui rajoute encore une couche. Et toujours Francesca qui demande est-ce qu'il y a une règle pour savoir quels documents sont disponibles en ligne, numérisés, et ceux qui ne le sont pas? Et, est-ce que c'est une question de temps de catalogage ou de type de document? Donc elle parle de l'archive de la bibliothèque Kandinsky. Alors, il y a deux questions. Il y a la disponibilité en ligne, est-ce qu'on les a mis en ligne ou pas? Là, c'est effectivement le temps de traitement, le temps de catalogage. Et encore, c'est pas vraiment le catalogage parce que parfois les fonds d'archives ont déjà été traités, classés, décrits. Ensuite, on les numérise. Donc, on a tout un temps de traitement des fichiers, de les importer dans notre nouvel outil. Et là, pour le coup, on est encore en phase de test. On n'a pas encore abouti sur l'import des fichiers pour les intégrer directement sur les notices. Donc, il y a ce temps-là. Et puis, la deuxième question, c'est l'accessibilité ou non. Si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on aura le droit de les voir en ligne une fois connectés ou est-ce qu'il faudra venir sur site? Et alors ça, c'est vraiment des questions de droit de diffusion que je ne gère pas personnellement, qui sont en général définies soit dans les contrats d'acquisition qu'on passe avec les donateurs, soit selon en fait, la nature non pas des documents, mais des ayants droit en fait. Donc, pour certains fonds, on va privilégier la mise en ligne sur site uniquement. D'accord. À l'exception des droits de diffusion des bibliothèques, on peut le faire en salle, mais on n'a pas le droit de le faire à l'extérieur. C'est minoritaire, on est quand même assez, en général, on diffuse quand même pas mal. Et donc Francesca qui demande enfin comment avoir des infos sur les fonds qui sont dans vos collections mais qui ne sont pas encore traités. Bonne question. Est-ce qu'il faut vous écrire? Oui, alors il y en a beaucoup, hein. On a quand même un arriéré assez impressionnant. Et donc, ils peuvent nous écrire, bien sûr, mais il y a aussi le cadre de classement. Le cadre de classement que j'ai montré tout à l'heure, si vous, normalement, je fais attention à lister tous les fonds, les tout récents n'y sont peut-être pas encore, mais quand le fonds est en cours de traitement non communicable, c'est écrit. Donc, il n'y a pas de lien vers un instrument de recherche et il n'est pas réputé communicable parce que non décrit. Moi, je voulais en profiter pour poser des questions peut-être un peu plus techniques. Vous avez parlé de l'ISAG. On pourrait parler aussi du format, en fait, XML-UAD. Donc, est-ce que ce bricolage, en fait, que vous avez fait pour qu'un logiciel de bibliothèque puisse décrire aussi des archives, permet également ce type d'export? Eh bien non. Pour l'instant, on n'a toujours pas la possibilité d'exporter en EAD, mais curieusement, on a tout importé en EAD. Donc, ça a été notre format de migration, évidemment. Et c'est vrai que c'était un format qui était aussi notre format de publication avant, on manipulait des fichiers XML EAD. Et pour l'instant, voilà, on a comme beaucoup de choses à régler avec notre prestataire, donc c'est dans la to-do list, mais on n'a pas encore la possibilité d'exporter un EAD. Vu qu'on a le modèle d'import, je pense qu'on va avoir le modèle d'export bientôt. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'en a pas eu besoin. À ce stade, non. Mais On va avoir besoin de faire besoin. des échanges avec des portails, notamment. C'est évident. Et c'était même curieux de sortir de ce format-là. Mais en fait, on est dans cette norme ISAG, on est dans ce service, mais on ne manipule pas de données en UAD. Ça sera juste un format de sortie pour nous, un format d'export. Alors, en revanche, en amont, nous, au niveau du pôle archive, nous importons des fichiers XML. Nos bordereaux sont structurés sur des fichiers Excel normalisés qui nous permet d'exporter un fichier XML que nous importons à l'intérieur de Sirtis et qui nous structure nos versements par niveau. Ça, c'est Oui, c'est aussi très intéressant. importer l'XML et l'XML UAD, mais pas encore en export. Mais pas en export. Je voulais vous faire la démonstration, mais Et sinon, donc la structuration LRM à laquelle vous êtes passé,
donc est très inscrite dans le web sémantique, hein. Et donc, à ce niveau-là aussi, vous avez des projets de diffusion de vos données euh, dans le web sémantique. Honnêtement, pas encore. Pas encore. Mais c'est encore un peu trop frais. Euh, on est vraiment sur des choses assez basiques. On doit réouvrir un entrepôt à l'IPRH parce que ça nous a été demandé par 200 de docs de musée qui nous moissonnaient avant et qui ne pouvaient plus, donc il faut remettre en place. Non, on n'a pas ce projet-là pour l'instant. D'accord. C'est pas du tout. C'était juste une question, c'est pas une critique. Non, mais il y aurait des choses. En fait, c'est plus remettre les choses en fait, remettre des circuits en place. On avait un petit circuit qui nous permettait de publier des fiches de fonds d'archives sur le site internet du Centre Pompidou. Mais ça a été mis en pause du fait de notre fonds informatique. Il faudrait qu'on le remette en place. Et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire de plus automatisé qui permette de faire remonter au moins nos fiches de fonds sur le site internet du Centre Pompidou. Ça devrait, du coup, je pense, avec cet outil, être plus facile. Oui, et sinon, donc, on a collaboré ensemble sur un projet concernant la Biennale de Paris qui va être bientôt diffusé auprès du public lors d'une journée à la BK à la fin du mois. Et justement, on voit tout à fait voilà, l'opportunité qu'il y a à pouvoir avoir des données téléchargeables et réutilisables, puisque dans cet outil, ça permet d'indiquer des codes d'archives qui sont conservés à la BK ou aux archives de la crypte de l'art à Rennes. Et donc, voilà, la mise en place d'un tel outil est possible que parce qu'on peut, à un moment donné, récupérer et réutiliser les données. J'ai quelque chose pour vous d'ailleurs. Je vais réussir à faire. C'est pas de l'AD, mais ça fera l'affaire. Très bien. Bon, bah, écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour la prochaine séance des lundis numériques qui aura lieu le 11 décembre prochain et qui aura pour thème lier les données et les publications dans Commons, le cas de l'image, avec Dominique Roux, Sandra Guigonis et Nicolas Larousse comme invités. Donc, je remercie encore beaucoup Alix au service des manifestations qui permet de rendre cette séance possible. Et j'indique à tout le monde que cette séance, on pourra la retrouver d'ici une dizaine de jours sur la chaîne YouTube de l'INCHA pour qu'elle puisse être consultée au fil du temps. Et encore un grand merci, Sonia et Jean-Philippe, et je vous dis à la prochaine séance. Merci beaucoup. Merci.